Shalom, shalom. אתם שומעים אותי? שומעים? Oui, Olivier, on vous entend très très bien. Écoutez, il y a une alerte à l'instant, donc je dois partir dans l'abri à l'instant là. À l'instant, allez-y. Donc ça va retourner, ça va un petit peu retarder je pense, entre 10 15 minutes. Faut expliquer aux gens. Je suis désolé. Pas de souci. Je suis d'accord? À tout de suite. Alors attendez, vous me, vous Restez me rapp- connectés. je reste connecté. Vous m'entendez là? Très très bien. C'est mal tombé. C'est comme ça. C'est Salut vo- Olivier. c'est- Salut, salut. Et je dis qu'il y a une alerte à l'instant, donc je vais aller à l'abri, comme tout le monde là. Quel timing. Ah ouais, bah attendez un instant. Voilà, vous allez me voir exactement ce que je fais. Ah, ça va, Jeremy McCoy. Ah, ah, לא לפחד. לא מפחד, לא מפחד. Voilà. Ouais. On peut pas faire plus véridique, hein. On est en live. Voilà, mais là, je vais un petit peu, voilà, un peu ce qui se passe. Il y a du monde un peu qui s'est inscrit, on m'a dit non? Alors là, on est plus de 150 pour l'instant. Donc là, voilà, vous êtes en live avec Olivier, hein. On vient de recevoir une alerte de Tel Aviv. Donc on Voilà, fait tout donc, ça avec lui. voilà, vous allez voir, je vais montrer quelques images des gens qui vont tous ensemble, là, quittent leur maison. Je sais pas si vous les voyez, ça court un Là, je vais peu. un petit peu flouter, donc on voit pas très bien, mais on arrive à deviner. On arrive bien à deviner. Ah non, non, mais je vais rentrer à l'abri. Vous voyez les gens qui arrivent là, avec les chiens, avec les bébés. Vous voyez ou pas? C'est un petit peu flou, mais on arrive à deviner, en fait. Comme Ah l'arrière-plan oui, est flou sur Zoom. d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Attendez, un instant. En tout cas, il y a moins de tirs durant la journée, mais il y en a un peu encore. Vous allez voir les gens qui. Attendez. Je vais arriver proche de l'entrée de l'abri. C'est un abri public, parce que dans les vieux immeubles de Tel Aviv, il n'y a plus tellement d'abris. Donc il faut aller dans des endroits un peu plus sérieux. Est-ce que vous êtes Oui. nombreux justement dans ces abris? Dans celui-là, on est à mon avis pas loin de 1000. Waouh. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Et on voit les gens, on voit les ombres des gens qui se dépêchent Je, de. m'a- voilà. Voilà, les gens, je m'approche. Vous voyez ou pas? Vous voyez? Ouais. Les gens, vous C'est un peu flou, mais on vous voit. On voyez arrive. là quel gens arrivent? Voilà. Voilà. Bon, je vais rentrer dans l'abri. Très bien. Il n'y a pas sûr qu'il y a de la réception. Je reste branché et puis on se reparle quand cette petite, Ok. euh, cette petite- Alors on va en profiter. Merci Olivier. On va en profiter pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Je suis Johan Sayag, le coprésident du Keren Ayesod avec Rebecca Jacquin depuis le 1er janvier.
Et nous sommes heureux d'organiser ce nouveau webinaire. C'est le troisième qu'on organise depuis le début de la guerre en Iran. Le premier, ça a été avec nos nouveaux ambassadeurs, Samuel Madar, qui va vous Ici. présenter ce webinaire ce soir, et Bob Asbara, qui est en Israël. Le deuxième avec Raphaël Yerushalmi. Donc, on est heureux de vous retrouver ce soir. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qu'on va ensuite retransmettre à Olivier. J'aimerais juste vous faire un petit mot pour vous rappeler ce qu'est le Keren HaYesod. Le Keren HaYesod, c'est une institution vieille de plus de 100 ans, qui a eu pour but, avant la création de l'État d'Israël, d'aider à la construction de toutes les institutions, notamment ELA, les compagnies d'électricité, tout ce qu'il a fallu fonder pour fonder un État. Et après 1948, le rôle du Keren HaYesod, ça a été de venir en aide à la population israélienne. Donc, on est présent aujourd'hui sur plus de 200 programmes à travers le pays où on va aider vraiment la population israélienne partout où elle va en avoir besoin. Aujourd'hui, notre travail, c'est de venir en aide aux populations qui sont touchées par la guerre, notamment. Nous avons des besoins urgents des localités du Nord, notamment la ville de Kiryat Shmona qui nous a fait part de nombreux besoins. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de collecter des fonds pour aider ces habitants dans le Nord qui subissent des alertes à répétition et notamment les alertes du Hezbollah qui les obligent à passer énormément de temps dans les abris. Il faut savoir que dans les villes du Nord, c'est 15 secondes, Oui. 15 secondes pour se rendre dans les abris. Donc, aujourd'hui, nous collectons pour les aider à améliorer, on va dire, leurs conditions de vie dans ces abris, notamment par l'achat de packs qui vont être où on va inclure des matelas, des ventilateurs, des jouets pour les enfants, enfin tout le matériel nécessaire pour leur venir en aide. Donc voilà, aujourd'hui, le Keren HaYesod est très actif à ce sujet. J'en profite pour remercier tous les donateurs qui sont très très nombreux depuis toujours, mais notamment depuis le 7 octobre. Vous êtes très nombreux et vous répondez toujours présents à tous nos appels. Ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que l'urgence n'est pas terminée. Donc aujourd'hui, le Keren HaYesod continue de venir en aide aux populations israéliennes. On a toujours beaucoup de demandes. Et voilà, on vous remercie pour votre générosité, on vous remercie pour votre fidélité. Et voilà, je vais passer la parole maintenant à Samuel, que vous connaissez sous le nom de Sam l'édito de Madar. Ouais, l'édito de Madar, Samuel Madar, Sam. Il y a pas mal de surnoms. Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui ici présents. On est déjà plus de 200, là, je vois, plus de 200 participants. Ce qu'on va essayer de faire là pendant cette session tous ensemble avec le colonel Olivier Rafovitch, c'est d'aborder vraiment tous les thèmes, tous les sujets, toutes les questions que l'on peut avoir sur ce qui se passe en ce moment même au Moyen-Orient. Alors évidemment, on va beaucoup parler de l'impact qu'il y a en Israël, parce que c'est le rôle du Keren HaYesod d'aider la population israélienne tant sur la population que sur finalement les infrastructures que ça peut comprendre. Mais ça, Yoann nous en parle mieux que moi encore, parce qu'il connaît particulièrement bien le sujet. Ce qu'on va essayer de faire avec Olivier Rafovitch, c'est vraiment d'aborder pas mal de sujets différents qui vont aussi être pas mal développés avec les différentes questions que vous aurez vous aussi par écrit. N'hésitez pas vraiment à commenter, à poser vos différentes questions. On va évidemment parler de la manière dont ça se passe en Israël, comment est-ce qu'on peut donc venir en aide aux Israéliens. Et puis évidemment, on va parler beaucoup plus géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le début de cette nouvelle guerre face au régime iranien, on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, quels sont les moyens qui sont mis à disposition de cette coalition israélo-américaine pour parvenir à ses fins. Comprendre où on en est. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a suffisamment avancé côté israélien
pour se dire qu'on a quand même pas mal de chances d'aboutir à une fin de guerre rapidement, ou est-ce que finalement on part sur une guerre qui va durer peut-être plus longtemps que ce qui était prévu initialement? Voilà, ça c'est des questions auxquelles Olivier Rapovitch pourra nous répondre. Mais également aussi peut-être définir quels sont les contours des enjeux de cette guerre. Est-ce que par exemple, la libération du peuple iranien par le renversement du régime iranien fait partie des enjeux, des objectifs de guerre qui sont fixés par Israël ou peut-être même par les États-Unis? Donc, beaucoup de questions sur la guerre en Iran en ce moment même. À nouveau, n'hésitez pas vraiment à faire part des différentes questions que vous pourrez avoir sur ce sujet. Il y a la partie iranienne, il y a évidemment aussi la partie libanaise, puisque vous savez tous ici que le Hezbollah a repris les armes pour attaquer de plus belle Israël. Et donc, on arrive aussi à un questionnement de savoir si le gouvernement libanais est en mesure de pouvoir aider Israël à combattre le Hezbollah, et si oui, de quelle manière? Et sinon, comment est-ce qu'on peut aider ce gouvernement libanais à prendre plus de place face au Hezbollah? Et puis, il y a aussi une question qui se pose un petit peu moins en ce moment, depuis quelques mois maintenant, mais qui va vite revenir au bout d'un moment en tout cas, c'est la question du Hamas. Parce que ça fait effectivement quelques temps maintenant qu'on parle beaucoup de la situation iranienne, un petit peu plus depuis quelques temps maintenant de la situation au nord face au Hezbollah. Mais la situation face au Hamas n'est pas du tout terminée. Donc on arrivera aussi fatalement à une situation où on devra, côté israélien, trouver des solutions, et aussi donc évidemment avec le colonel Olivier Rapovitch, comprendre aussi la manière dont ça va se passer dans ce nouveau plan élaboré par Trump, évidemment avec Benjamin Netanyahou. Voilà, donc ça fait pas mal de sujets qu'on va essayer d'aborder ensemble, aussi pour comprendre comment est-ce qu'on peut voilà, comprendre, saisir, analyser en tout cas les différents espaces de compréhension et de réflexion qu'on peut avoir sur tous ces sujets géopolitiques qui sont hyper intéressants. Je ne sais pas à quel moment Olivier Rapovitch peut nous rejoindre, parce que pour ceux qui nous rejoignent, voilà, priorité au direct, évidemment, vous connaissez la manière dont ça se passe. Il y a eu une alerte qui a eu lieu en Israël il y a quelques minutes, et donc il a dû se mettre dans un miclat, hein, si je ne me trompe pas. Donc il va nous rejoindre, je pense, le temps que l'alerte se termine. Mais n'hésitez pas, en tout cas, en amont, vraiment à préparer les différents types de questions. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que quelqu'un dit « je n'ai pas de son ». Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être si vous nous entendez bien sur le live? Je vois du « j'ai le son ». Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez juste, voilà, peut-être répondre sur est-ce que vous nous entendez ou est-ce que vous ne nous entendez pas encore? À nouveau, pour celles et ceux qui nous rejoignent, il y a le colonel Olivier Rapovitch qui va nous rejoindre. Impeccable. Oui, oui, très bien. Bah, c'est parfait. J'imagine que pour l'image aussi. OK. Bon, ça a l'air d'être bon sur le son. Ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est peut-être aussi de réfléchir aux différents types de questions que vous avez envie d'adresser à Olivier Rapovitch. Comme ça, on pourra les lui poser directement pendant le live une fois qu'il aura quitté le Miclat. Et le but, à nouveau, c'est vraiment de pouvoir y voir beaucoup plus clair sur la situation actuelle au Moyen-Orient. Il y a aussi un autre sujet un ou deux autres sujets qu'on va chercher à mieux étudier ensemble. Peut-être celui de l'Union européenne, le rôle que peut avoir l'Europe face à ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, parce que, pour vous dire les choses concrètement, l'Union européenne n'a peut-être jamais aussi mal porté son nom d'Union européenne. On peut dire qu'elle est un petit peu scindée en trois aujourd'hui. Il y a grosso modo les pro-israéliens, comme des pays comme la Hongrie ou d'autres. Il y a les anti-israéliens, comme l'Espagne ou l'Irlande. Et puis, il y a, on va dire, une sorte d'entre-deux dans lequel on peut par ailleurs mettre la France. Mais cette réflexion qu'on peut avoir sur l'Union européenne et le rôle qu'elle peut avoir dans cette guerre qui a lieu en ce moment au Moyen-Orient, voilà, peut-être comprendre aussi quelles peuvent être les attentes, quels peuvent être le rôle que peuvent avoir en tout cas les différents pays d'Europe, et de quelle manière. On a beaucoup parlé de l'Espagne ces derniers temps. Je pense qu'il faut peut-être aussi comprendre en quoi voilà, ces différents pays peuvent avoir un impact ou non d'ailleurs sur la situation au Moyen-Orient. Et puisqu'on parle de ce qui se passe en Iran, on peut aussi parler peut-être aussi sur des sujets plus économiques, parce que
voilà, le détroit d'Ormuz, c'est 20% du commerce pétrolier mondial. Donc, évidemment, ça pose de véritables questions d'économie mondiale. Je ne sais pas si ça va être le terrain de jeu préféré d'Olivier Rapovich, mais on peut essayer de lui en parler aussi s'il a, bien sûr, des éléments de réponse à nous apporter. Peut-être pas tant sur la question économique, mais plus sur la question de stratégie militaire à adopter par rapport au détroit d'Ormuz. Voilà, donc je ne sais pas à quel moment. Alors, on me dit que dès que l'alerte sera levée, Ouais. il va pouvoir nous rejoindre. Voilà, donc ce que je peux vous proposer dans un premier temps, peut-être, c'est de réfléchir à quelques premières questions qu'on pourra lui adresser. Bon, vous avez compris, hein, voilà, les différents thèmes que je vais aborder avec Olivier Rapovich. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Il y en a un, par exemple, effectivement, je vois qu'on parle d'Égypte. C'est vrai que le rôle de l'Égypte, on en a beaucoup parlé pendant la période où il y avait les otages à Gaza. On en entend beaucoup moins parler depuis, c'est vrai. Peut-être réfléchir aussi à la manière dont ça peut se passer, parce qu'on avait beaucoup entendu parler du réarmement de l'Égypte qui posait un véritable sujet de questionnement de la part d'Israël sur ce que ça pouvait laisser entendre. Je suis en train de lire vos questions en même temps. Est-ce qu'Israël peut économiquement se permettre de mobiliser 400 000 réservistes? Ça, c'est une très bonne question, effectivement, qu'on va pouvoir poser à Olivier Rapovich, parce que dans une guerre, il y a aussi l'effet d'usure. Et c'est une guerre qui a commencé le 7 octobre. En stratégie de guerre, on dit que l'usure a un rôle prépondérant. Donc peut-être regarder du côté du moral des troupes aussi la manière dont ça se passe à Tsahal, savoir s'il y a une forme de baisse de morale des troupes ou si les choses se passent un petit peu mieux aussi à ce niveau-là. Je lis vos questions en même temps. Hein, donc à propos du blocage du détroit d'Ormuz, Israël dispose d'un pipeline et la d'Ashkelon. Dans quelle mesure cela peut apporter une réponse, même partielle, à l'approvisionnement de pétrole pour les pays occidentaux et la Chine? Là aussi, effectivement, c'est une question qui est importante. Alors, je ne suis pas certain que Olivier Rapovich aille sur le terrain vraiment de l'économie. Là où on pourrait peut-être aller, parce que je vois que vous parlez de la Chine aussi, c'est peut-être intéressant de comprendre aussi où est la Chine en ce moment. Parce que si on fait un petit bilan sur la dernière année, grosso modo, il y a eu la Syrie, enfin Bachar al-Assad qui est tombé, au Venezuela, Maduro qui a été capturé par les États-Unis, le régime iranien qui est en train de, je l'espère en tout cas, en train de tomber. Donc, la plupart des alliés de la Chine qui sont en train de tomber un à un. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi se questionner sur le silence de la Chine face à, je ne vais pas dire la destruction, mais l'affaiblissement clair et net de ses alliés. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse de la Chine d'une manière ou d'une autre, et de quelle manière surtout? Je continue de lire vos questions. La police des Mollahs, les Bassidji, ça dure en même temps. Bibi va bien. Oui, Bibi va bien. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Je fais un petit récapitulatif pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Il y a eu une énorme rumeur qui est apparue sur les réseaux sociaux, comme quoi Benyamin Netanyahou était assassiné par un missile iranien. Et ça a tellement tourné sur les réseaux, cette fake news, je le répète, qu'il a fallu que Netanyahou fasse lui-même un démenti pour expliquer que tout ça était complètement faux, évidemment, à l'aide d'un café, pour lui dire non, je prends mon café tranquillement, ne vous inquiétez pas, tout va bien, et les objectifs seront atteints. Le peuple iranien est-il prêt à se mobiliser pour faire tomber le régime? Dominique Alexandre. Alors, en attendant la réponse d'Olivier Rapovich, moi, je peux vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Ça fait 47 ans que le peuple iranien tente de se soulever. Et que, évidemment, se soulever à main nue face à un régime lourdement armé et qui surtout n'hésite pas à massacrer sa propre population, ça complexifie les choses. Je vous apprends rien en le disant, mais là, on arrive à un moment, je crois, qui est un moment véritablement historique, parce que le régime iranien n'a jamais été aussi affaibli qu'aujourd'hui. Donc, il y a peut-être une fenêtre d'ouverture qui va pouvoir arriver à quel moment, je ne sais pas. Un autre sujet que je pourrais aborder aussi avec Olivier Rapovich, c'est peut-être celui des milices kurdes qui pourraient rentrer sur des opérations terrestres. Ça a été quelque chose qui a été évoqué, soutenu par potentiellement les États-Unis et Israël. De quelle manière ça pourrait arriver si ça arrive?
et surtout, quelle pourrait être la suite si ces milices kurdes décident de rentrer sur des opérations terrestres pour faire tomber le régime iranien. Voilà, il y a énormément de sujets à aborder. Donc, moi, je suis là pour animer ce webinaire avec vous, aussi essayer potentiellement d'apporter de nouvelles réflexions si j'y arrive, si tant est que j'y arrive aussi. Est-ce que cette fois, Israël terminera le boulot, c'est-à-dire jusqu'au départ du régime des Mollahs? Ça, c'est une question, effectivement, qu'on va pouvoir aborder. La question pouvant être, quels sont les objectifs de guerre d'Israël et à partir de quel moment Israël considérera que ces objectifs de guerre sont atteints? Est-ce que le renversement du régime iranien fait partie de ces objectifs de guerre, ou alors il s'agit, entre guillemets, juste que de faire tomber la menace nucléaire et des missiles balistiques et des proxys qui l'entourent, ce qui est déjà en soi une lourde tâche à faire tomber. Combien d'autres têtes devez-vous encore éliminer, à votre avis, pour complètement ébranler le régime? Ouais, c'est vraiment, ce sont des questions qui se rejoignent les unes aux autres. C'est de savoir. Alors, à ce sujet d'ailleurs, on se pose la question de savoir si Mojtaba Khamenei, qui est le nouveau guide suprême aujourd'hui, est toujours vivant. On parle de véritables blessures au visage, potentiellement d'une amputation. Et on se pose même la question de savoir s'il est toujours vivant ou non. Et voilà, on a beaucoup de questions. Là aussi, on posera la question à Olivier Rafovitch de savoir si lui a, en tout cas en tant que porte-parole de Tsahal, une réponse officielle à nous apporter de la part de l'armée israélienne sur le fait de savoir si Mojtaba Khamenei est toujours vivant ou non. Je lis vos questions en même temps. Est-ce qu'il n'est pas un peu naïf de penser que si les Mollahs tombent, les proxys ne recevront plus de financement alors qu'il est très probable que le Qatar assure ça? Alors, je vais vous redonner une réponse qui est la mienne en attendant celle d'Olivier Rafovitch. Est-ce qu'on peut enrayer le terrorisme définitivement? Non. Le terrorisme existera toujours, tout comme l'antisémitisme existera toujours, tout comme beaucoup de choses aussi horribles existeront toujours. La seule chose que l'on peut essayer de se dire, c'est de diminuer cette menace-là. Effectivement, les financements de ces organisations-là, bon, si c'est pas l'un, c'est l'autre qui va financer parce qu'il aura toujours un autre intérêt, lui aussi, à le financer. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de réduire cette menace de la manière la plus drastique possible. On me signale dans l'oreillette que Olivier Rafovitch pourrait se connecter dans 2 minutes. Je vois le nombre de participants aussi qui commence à augmenter. On est bientôt à 250 participants. Et vraiment, à nouveau, merci beaucoup d'être tous présents ici. J'en profite aussi pour vous répéter que votre participation au Keren Ayesod est particulièrement importante en ce moment même, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les infrastructures ont quand même été pas mal touchées en Israël, et qu'il y a vraiment un enjeu capital de pouvoir reconstruire Israël, d'une part, et toujours de venir en aide aux victimes, parce que quand on parle de victimes, on parle de différents types de victimes. On parle des victimes des missiles iraniens, mais on parle aussi des victimes qui ont eu lieu notamment ces 2-3 dernières années, qui sont toujours en attente d'aide de notre part. Même si on a le sentiment que c'est un peu fluctuant en termes d'actualité, les victimes, elles, ne vivent pas je vais dire ce flux, bon, c'est pas une manière de parler, mais cette nuance-là, en tout cas, elles ne la vivent pas. C'est leur quotidien et c'est ce qu'elles vivent jour et nuit, finalement. Voilà, on ne devrait pas tarder à avoir Olivier Rafovitch, je pense. Je suis en train de voir les différentes questions. La menace, alors, à chaque fois que je lis une question, il y en a une autre qui se rajoute, donc j'ai du mal à la lire. Israël acceptera-t-il un cessez-le-feu en laissant les Mollahs en place? Très bonne question. À partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'un cessez-le-feu est acceptable? Est-ce que c'est acceptable à partir du moment où le régime iranien est toujours en place, mais que la menace est réduite? Ou est-ce qu'on considère qu'un cessez-le-feu est acceptable une fois qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'avoir un cessez-le-feu parce qu'ils n'ont plus de moyens de pression? Il y a une autre question que j'aimerais poser à titre personnel à Olivier Rafovitch, qui est quelque chose qui m'a beaucoup étonné à titre personnel. On revient quelques mois en arrière à la libération de tous les otages. Comment est-il possible
ça c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, que le Hamas ait accepté finalement, avec la pression de Trump, de libérer tous les otages, vivants et décédés. Parce que c'était finalement peut-être leur seul moyen de pression. Il y a moi quelque chose qui m'a toujours échappé en termes de réflexion, c'est que le Hamas ne sont pas des enfants de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. C'était leur seul moyen de pression sur Israël, ou quasiment le seul, de pouvoir continuer cette guerre et de continuer de solliciter l'opinion mondiale en leur faveur euh, en entretenant dans cette guerre. Donc, qu'est-ce qui a été ce qu'on appelle en anglais ce game changer? Qu'est-ce qui fait que ça a changé avec l'arrivée de Trump? Et est-ce qu'il y a des choses voilà, dont on n'est pas forcément au courant et qui peuvent être des éléments de réponse que va nous apporter Olivier Rapovich? Voilà, vous l'avez bien compris. On a qui viennent de nous rejoindre toujours dans un éclat parce que voilà, les alertes qu'il y a en ce moment même. Donc on attend de voir à quel moment il va nous rejoindre. L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz est ouvert à tous, sauf est ouvert à tous. Ouais, pas tant que ça, parce qu'on a même des images qui ont été produites, qui nous ont été diffusées sous-marines en réalité, qui font qu'il y a une impossibilité pour les navires de traverser le détroit d'Ormuz, sans quoi ils se feraient exploser par ces... On a une nouvelle fois pas mal de sujets à voir ensemble. Est-ce que Israël envisage l'option de continuer cette guerre sans les Américains? Alors, c'est pas impossible parce qu'ils n'ont pas la même version, en tout cas en termes de limite de temps. Ils ont toujours dit qu'ils iraient, en termes de temps, aussi loin que nécessaire pour pouvoir de la capacité d'armement. Ah, bah voilà, Olivier Rapovich nous a rejoint. Je ne sais pas si c'est bon. Est-ce qu'on s'entend bien? Alors, j'entends pas le son. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ah, ah, voilà. Bonsoir, vous m'entendez? Je n'entends pas très bien. Allô, allô? Vous m'entendez? Je vous entends, mais c'est coupé. Je ne sais pas si c'est bon de l'autre côté. C'est bon, Olivier? c'est bon. Pas très bon, mais Pas très bon, mais ça va quand même? ça- si vous m'entendez, ça va. Vous m'entendez bien? Allô, allô? Tout va bien après Ça va, mais j'entends pas. Votre son est coupé. poser, c'est de savoir euh, cette nouvelle guerre face au régime iranien, quel bilan vous dressez, pour être un petit peu plus précis, face aux objectifs de guerre qui ont Je vous entends depuis le début de cette coupé. Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que guerre, moi, je vous celle entends, au régime iranien. je vous entends très mal, mais je vais essayer de répondre quand même, en espérant que vous m'entendez bien. Cette guerre, d'abord, n'a pas commencé le 28 février 2026. Cette guerre, elle a commencé il y a en fait 47 ans, lorsque le régime des Mollahs a décidé, a décidé de vouloir détruire l'État d'Israël et de l'annihiler. Et durant cette guerre, qui dure depuis 47 ans, avec une volonté destructrice de l'Iran des Mollahs, d'un régime de mort, d'un régime terroriste, d'un régime qui sponsorise le terrorisme, il y a eu de très nombreuses confrontations
qui ont été des confrontations invisibles à l'œil nu, mais qui ont été extrêmement importantes. Il y a eu l'utilisation de l'Iran des Mollahs des proxys, des supplétifs comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme les milices pro-iraniennes en Irak. Et puis il y a eu en fait dans les 25 dernières années le début de la mise en place d'un programme nucléaire militaire secret iranien. Dans les années 2000, il s'appelait IMAD. Et le but était l'obtention, reste encore l'obtention de l'arme nucléaire pour à la fois menacer Israël, menacer les ennemis de l'Iran, mais surtout et avant tout, sanctuariser ad aeternam un régime terroriste, un régime dictatorial. Si vous voyez, nous savons dans le monde qu'il y a des pays voyous comme par exemple la Corée du Nord, qui en obtenant l'arme atomique, ont réussi à sanctuariser là aussi un régime terrible, en évitant qu'il y ait des menaces militaires, parce qu'ils ont, eux, la menace nucléaire, et vu que ce sont des régimes qu'on va appeler des régimes voyous, des régimes terroristes, ils n'ont aucun problème à menacer, voire même ils le pourraient, même à utiliser ces menaces-là, puisque leur but premier avant tout n'est pas la sauvegarde de leurs frontières ni la sauvegarde de leur population, mais la sauvegarde du régime, et surtout celui qui dirige ce pays. En juin 2025, donc durant l'opération Am Kelavi, qui veut dire le peuple comme une lionne, nous avons empêché in extremis, les gens ne s'en rendent pas bien compte aujourd'hui, l'Iran d'avoir la bombe atomique. Entre 9 et 15 bombes atomiques étaient en voie d'être préparées, concoctées. Et nous savons également qu'il y a une capacité balistique, une capacité industrielle importante et technologique qui fait que l'Iran est un pays qui a une intelligence remarquable. Donc, on a, avec cette opération qui a duré 12 jours, avec nos alliés américains, empêché in extremis l'Iran d'avoir l'arme atomique. Mais on ne s'est pas attaqué à l'époque au régime des Mollahs, ni aux forces internes du régime. Après les 12 jours, Israël a compris qu'il fallait absolument se préparer à la suite. Donc on a préparé tout ce qu'il fallait au niveau du renseignement et au niveau du défensif et de l'offensif, au cas où l'Iran déciderait de se venger. Et l'option vengeance est entrée en tant que scénario probable, même très probable, de ce régime contre nous. Donc Israël s'est préparé dans le plus grand secret, évidemment. Mais la troisième phase, qui est la phase qui a débuté donc, le 28 février, est une phase qui a été enclenchée par nous et par les Américains, avec des plans en amont, et qui s'est accélérée pour deux raisons. Parce que, un, nous avons vu une série de révoltes extrêmement importantes dans les rues de l'Iran, avec des dizaines de milliers de morts, des hommes et des femmes qui ont simplement voulu manifester. Nous savons également que la police politique de ce régime, qu'on appelle les Bassij, qui sont des milices paramilitaires, à peu près 2 millions de personnes, n'ont pas seulement tué des gens dans les manifestations, ils ont également été envoyés par le régime pour aller liquider les blessés dans les hôpitaux. Donc on a affaire véritablement à un massacre de la pire espèce, parce que le régime était fragilisé. Et là c'est important ce que je vais vous dire. Cette fragilisation du régime à l'époque, avec toujours ses buts de guerre, ses buts d'obtention de l'arme atomique et ses buts de vengeance, ont prédit que le régime, le dos au mur, pourrait passer à des actions extrêmes. Donc, avec nos alliés américains, nous avons préparé des plans, à la fois défensifs, mais également évidemment offensifs. Vous avez vu que les Américains ont déplacé deux forces aéronavales extrêmement puissantes, chacune menée par un porte-avions
de la dernière génération, le Abraham Lincoln qui est arrivé auparavant, puis ensuite la force aéronavale du Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions au monde, qui lui quittait la région du Venezuela. Les Américains donc ont poussé ces forces aéronavales pour préparer à l'action, en jouant également la possibilité de négociation. Mais nous étions convaincus qu'il était hors de question qu'on ne pouvait en aucun cas négocier quelque chose de sérieux avec ce régime-là, vu que le régime était fragilisé, entre autres, à cause de la vague de manifestations, et tout d'un coup la critique internationale et le fait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du régime et de sa, et du pouvoir. Donc, depuis le 28 février, on est passé à une action en 3 étapes. Et je réponds maintenant à votre question, je m'excuse de l'introduction un peu longue. La première étape a été d'éliminer en 40 secondes exactement les têtes du régime, dont Ali Khamenei, dont le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général Musavi, le ministre de la Défense et d'autres dignitaires reliés au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère du Renseignement. Et depuis, on est passé en fait à une série d'actions pour toucher à la fois les lanceurs de missiles, les missiles eux-mêmes, les drones, l'industrie militaire, l'industrie aérospatiale, l'industrie satellitaire, les centres de radar, centres de communication, pour rendre quelque part l'Iran presque aveugle. Pourquoi presque aveugle? Parce que en étant presque aveugle, avec nos alliés américains, on a réussi très rapidement, en l'espace de quelques jours, à avoir le contrôle du ciel en Iran, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je rappelle, l'Iran, pour ceux qui ont oublié, c'est 1 650 000 km², c'est 3 fois la France, 92 millions d'habitants, un pays qui est une puissance, hein, c'est une puissance à la fois démographique, également industrielle, également militaire, également pétrolière. Donc, alors nous parlons, le régime est fragilisé énormément, ses capacités militaires sont extrêmement atteintes, pas du tout encore détruites à 100%. La preuve, je rentre d'une alerte, d'une attaque d'un missile iranien. Je n'ai pas encore revu ce qui est passé pour ce missile. Et nous continuons donc à frapper. Alors vous allez me dire, vous êtes satisfait des résultats? Dans ce genre de campagne, contre un régime et contre un État de cette grandeur, c'est la première fois qu'Israël est en guerre avec un pays de cette taille et à 2000 km des frontières. Il faut savoir que la guerre avec l'Égypte était une guerre aux frontières d'Israël. Là, on doit voler. Il n'y a pas de frontière commune entre Israël et l'Iran. Donc ça demande des moyens aériens, des moyens technologiques, des moyens du renseignement, des moyens satellitaires, avec une coordination avec les Américains du jamais vu. Et comme vous le savez, tous nos avions sont venus sains et saufs, et nos pilotes sont venus sains et saufs, et nous continuons à avoir des centaines d'avions tous les jours dans le ciel iranien, et la nuit et le jour. Le dossier nucléaire est encore ouvert. On n'a pas encore réussi ou terminé à s'occuper de ces 450 kilos de matières fissiles, de matériaux fissiles, d'uranium enrichi. Parce que depuis juin 2025 jusqu'à maintenant, c'était un des éléments importants pour traiter le problème. Le régime iranien, d'abord, s'est renforcé et a fortifié les lieux reliés au programme nucléaire militaire, a reçu des armes importantes de Chine, de Corée du Nord aussi. Je rappelle qu'il y a également, pour ceux qui ne savent pas, il y a également une frontière commune entre l'Iran et la Russie. Et la Russie est proche de l'Iran. Nous savons que l'Iran a vendu des drones Shahed à la Russie qui frappent l'Ukraine. Et nous savons également que la Russie maintenant redonne des drones à l'Iran pour qu'elle frappe Israël et le Golfe. Donc cette alliance, elle existe. Mais nous avançons et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, avec humilité, un mot que je voudrais absolument utiliser, avec humilité, sans aucune euphorie, c'est que la campagne continue selon un plan et des préparatifs extrêmement précis, avec des éléments toujours ouverts. Un, le nucléaire. Deux, la capacité de nuisance
dans le golfe Persique, en particulier dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran des Mollahs essaye, avec des drones, des mines marines, mais également avec ce qu'on appelle des missiles euh, terre-mer, mettre en difficulté les navires qui circulent dans la région. Là, on parle d'un blocage de 3000 bateaux qui est parti dans beaucoup de pays qui font la route du pétrole, la route du gaz liquéfié et d'autres matériaux. Et ce contrôle menaçant de l'Iran de ce détroit d'Ormuz devient un casus belli, dans le sens où il crée une crise commerciale, une crise financière internationale, qui elle-même crée une pression internationale sur les USA évidemment et sur Israël. Et donc ce sujet est aujourd'hui traité, on l'a entendu aujourd'hui avec la conférence de presse de Donald Trump, au plus haut niveau à Washington. Donc nous sommes encore dans une campagne qui n'est pas encore terminée et qui prendra encore plusieurs semaines peut-être. Eh bien, c'est très intéressant. Alors, il y a pas mal de questions, hein, évidemment, qui vont suivre. L'une des premières questions, alors on a une certitude, c'est que Benjamin Netanyahou est toujours vivant. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais est-ce qu'on sait, ou est-ce que vous savez, si Mojtaba Khamenei est vivant ou pas? D'abord, nous savons que et votre question est très intéressante parce que elle touche en fait un autre point ou une autre dimension de cette guerre, qui est la guerre informationnelle. Et je ne veux pas parler de propagande, je parle de la guerre de l'information, de l'utilisation de l'IA et en fait du trucage et de la manipulation des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, et qui arrivent à faire des dommages. Je vous donne un exemple. Par exemple, la propagande iranienne a raconté que l'armée de l'air israélienne n'avait pas frappé des avions sur le sol, mais des peintures d'avions sur le sol, en essayant de montrer qu'Israël était en fait stupide et ne savait pas ce qu'il faisait. Ces questions ont été posées par des journalistes sérieux parce que l'information a été relayée. Ça veut dire qu'il y a une volonté de l'Iran, comme d'ailleurs il y a du Hezbollah ou de la Russie pour ce qui est de l'Ukraine, de vouloir, au-delà des faits sur le terrain, créer des confusions, créer des perturbations sur les réseaux d'information et surtout produire des doutes sur les résultats, sur les politiques, sur les stratégies pardon, ou les tactiques. Et cette confusion, grâce à ces politiques voulues hein, de ces États voyous, euh, peuvent entraîner des choses très graves. Des choses très graves et des résultats très graves, voire dramatiques. Donc il faut être extrêmement conscient que cette guerre est pluridimensionnelle. Parce que le régime est voyou, mais c'est pas le premier de la sorte. Mais c'est un régime qui est prêt à tout pour rester au pouvoir. Et de dire hier, ou d'accuser, ou de dire, de relayer l'info selon laquelle le Premier ministre israélien est mort, oblige le gouvernement israélien à dire que c'est faux. Donc ça crée une autre information qui n'en balaye pas une autre, mais qui en fait fait vivre l'autre aussi. Nous sommes en parallèle de tout cela dans un micmac où le régime, depuis toujours d'ailleurs, est un régime qui ment. Il faut savoir que l'Iran des Mollahs ment depuis des années, surtout sur le programme nucléaire, sur le programme militaire, sur les attentats qui avaient eu lieu à l'époque à Buenos Aires contre la communauté juive. Vous vous souvenez, dans les années 90, Bien sûr. et contre l'ambassade d'Israël. Donc il y a du côté de ces pays-là une capacité, je dirais, naturelle au niveau politique de mentir et de créer des fausses situations, des fausses affirmations. Si vous permettez, c'est pas le but aujourd'hui, mais le génocide à Gaza et la famine à Gaza sont des résultantes de guerres informationnelles qui ont Bien pris sûr. et qui ont malheureusement réussi. Et réussi à, je veux comprendre, à influencer. On est dans des guerres d'influence. Maintenant, dès que vous devez répondre à des mensonges de la sorte, avec cette amplitude de puissance des réseaux sociaux reprise par des partis politiques, par des hommes d'influence, peu importe dans quel pays d'ailleurs, c'est pas seulement en France, n'est-ce pas?
euh, se met en place une autre vérité, ce qu'on appelle souvent le révisionnisme, ou ce qu'on ne vous dit pas, ou le conspirationnisme. Et tout ça réuni fait partie de ce type de guerre. Et ce qui est intéressant, si vous me permettez, c'est que c'est une vraie guerre qui a lieu aujourd'hui, contre un régime qui veut la mort d'Israël, qui veut nous détruire, qui a des vraies armes, des vrais missiles et qui veut vraiment avoir la bombe atomique. Mais en parallèle de cela, on va essayer de créer une autre image d'un pays qui est victime, d'un pays qui est en fait légitime, d'un régime qui voulait la paix, d'un régime qui ne fait que se défendre, qui se bat que contre les Américains et les Israéliens, pas contre le monde arabe, surtout pas, alors que nous savons qu'il attaque les pays arabes un après l'autre. D'ailleurs, il a également menacé la Turquie et autres pays. Et, euh, et, euh, et produit des, encore une fois, des situations d'influence graves, par exemple en Occident ou en Europe, où on voit des masses de gens sortir dans la rue pour soutenir soit l'Iran, soit en tout cas sur les plateaux de télévision, espérer, de manière paradoxale, la victoire des mollahs contre la démocratie américaine ou contre l'État d'Israël, Oui, au nom de cette propagande et au nom aussi de la haine qui d'accord. malheureusement existe anti-américaine et anti-israélienne. Mais Bibi Euh, Netanyahu va très bien. et Mojtaba? Alors moi, je tabac, il a été blessé grièvement, mais d'après nos informations, il est toujours vivant. D'accord. Alors, il y a un sujet dont on parle énormément dans le monde, c'est effectivement la libération du peuple iranien et le renversement du régime iranien. Euh, Première question, est-ce que c'est un enjeu, voire même un but pour Israël? Et deuxième question qui est corrélée directement avec, on parle beaucoup aussi de milices kurdes qui pourraient, via une opération terrestre, aider à renverser le régime iranien. Est-ce que là aussi Israël a un rôle potentiel avec ça ou non? Votre question, elle est essentielle, elle est centrale, elle est extrêmement importante, mais elle est très complexe. Alors, je vais essayer de répondre assez brièvement, si vous me permettez. Le régime iranien est un régime de terreur qui s'est installé en 1979 avec le retour de l'ayatollah Khomeini, qui était d'ailleurs en France, reçu par la France à Naufle-le-Château, qui est reparti avec l'assistance de la France et qui a débuté cette révolution, qui avait déjà débuté avant, mais en tout cas, il en a été le, le maître et le premier guide suprême. Il y avait au départ, hein, à cette époque-là, il y avait un soutien anti-Shah contre le Shah d'Iran et pour cette révolution islamique. Nous savons exactement qu'aujourd'hui, depuis des années, des milliers d'Iraniens sont morts dans des geôles, torturés, que les homosexuels sont torturés, voire assassinés, que les femmes dites adultères sont pendues, que l'ancien président qui est mort en hélicoptère, qui était auparavant le procureur général de Téhéran, avait été surnommé le boucher de Téhéran. Il avait sur les mains la mort de 5000 Iraniens, dont des enfants, supposés être contre le régime. Hmm. Donc le peuple veut se libérer. Maintenant, le peuple est tellement opprimé. Vous savez, quand on tue 50 000 personnes en 2 jours, qu'on va liquider les blessés dans les hôpitaux, les familles, les pères, les mères réfléchissent. Même si aujourd'hui, Israël fait le maximum, je vous le dis, c'est officiel, vous pouvez me le citer, pour toucher les Bassiges et les gagnants des révolutions, tous ces membres-là de ce que j'appelle l'appareil d'État de répression, pour essayer de libérer les gens. Mais les gens ne se libéreront seulement et grâce seulement à eux. Israël ne peut pas être celui qui libère, ni les Américains. En aucun cas, ce serait une erreur. Et vous savez que c'est au peuple de décider, au peuple de faire. Nous pouvons les aider dans la manière, dans le cadre d'affaiblir le pouvoir ou que le pouvoir tombe, dans le sens où il y a une espèce comment dire, de baisse de ce régime de terreur. Mais même si on frappe les Bassiges et même si on frappe ce qu'on appelle les ministères de l'Intérieur, qui sont l'équivalent
de la Gestapo interne, là-bas, locale, contre le peuple, contre les opposants. Ça reste au peuple de se libérer. Alors, vous parlez des Kurdes. Il y a plusieurs minorités importantes en Iran. Il y a les Azéris, il y a les Kurdes, il y a les Balouches, il y a d'autres minorités. Il y a les Baïs aussi. Euh, Chacun avec sa région, chacun avec ses intérêts également. Euh, faut savoir quand même, il y a un profond patriotisme iranien. L'Iran est un État plurimillénaire, une nation plurimillénaire, c'est la Perse, n'est-ce pas? Le mot Iran, pour ceux qui ne savent pas, la Perse est passée au mot Iran dans les années 30 sous l'influence nazie. Parce que pour les nazis, les Perses étaient en fait des Aryens. Et donc l'Iran, Iran et Ariane sont très proches, c'est pas par hasard. Mais le peuple iranien est un peuple patriote qui aime son pays, qui aime sa terre, qui veut la liberté. Et il est clair qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que cette guerre que nous menons est en aucun cas une guerre contre le peuple iranien, en aucun cas. D'ailleurs, nous prévenons auparavant en farsi, dans la langue locale, les populations avant que nous frappions, ah, sauf lorsqu'on frappe le guide suprême, évidemment. On va pas lui dire à l'avance qu'on va le frapper. Mais les populations savent très bien ce qui se passe. Mais ça reste une guerre longue et une guerre qui n'est encore une fois, alors nous parlons, pas encore terminée. Alors, avant de passer aux autres sujets, une dernière question peut-être sur la situation iranienne. C'est vrai que de l'extérieur, on a été quand même très surpris de voir que la réaction du régime iranien a été de frapper, bon, Israël, on s'y attendait, mais en particulier la plupart des pays du Golfe, ce qui a déclenché une crise politique mondiale, pour pas dire économique aussi au niveau, parce que vous en parliez hein, effectivement, du détroit d'Ormuz. Et donc, ce jeu de domino, pardon, s'étant mis en marche, on attendait aussi ici une réaction de l'Union européenne. Seulement, l'Union européenne est assez scindée en trois. Il y a les pro-israéliens durs, comme la Hongrie par exemple, les anti-israéliens aussi durs, comme l'Espagne ou l'Irlande, et puis, on va dire, ce ventre mou, dont la France fait partie d'ailleurs, avec cette capacité de venir aider de manière défensive, pour reprendre un petit peu leur terme. Est-ce que vous, deux questions, du côté israélien, d'abord, vous vous attendiez à cette riposte sur les pays du Golfe et donc sur cette pression, parce que finalement, la manière dont moi je vois les choses, hein, mais ça sera intéressant d'avoir votre avis aussi évidemment, c'est que cette riposte pourrait avoir vocation à mettre la pression sur les pays occidentaux pour pousser à arrêter cette guerre d'un point de vue Ouais. économique. C'est le premier point. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que en Israël on attend de l'Union européenne? Alors, d'abord, pourquoi l'Iran des Mollahs attaque les pays arabes autour d'elle et crée ce chaos régional? Alors, il faut savoir que le régime en place est un régime ultra-radical, un régime chiite. Les chiites haïssent les sunnites. La Shia est en guerre avec la Sunna. Et cette guerre leur permet, à ce régime ultra-radical, d'en fait, de passer à l'action. Dans l'idéologie chiite extrémiste, qui est celle qui est au pouvoir aujourd'hui, la guerre de la Shia contre la Sunna va produire l'arrivée du Mahdi, du Messie chiite. Donc il y a cette dimension religieuse qu'il ne faut pas du tout oublier, qui est également une dimension qui existe chez les chefs du Hezbollah aujourd'hui. Attention. Et les Houthis aussi. Ensuite, il y a une volonté politique de vouloir créer une sorte de chaos, de chaos. Euh, vous savez, c'est un peu comme au billard, vous tapez dans toutes les boules, et puis commencent à passer dans tous les coins, certaines tombent dans les trous, les autres, mais ça change radicalement la situation, ça provoque, si vous voulez, une situation qui peut être une situation de, de, de nouveaux chocs ou de chocs grâce à votre choc premier, si vous voulez. Et nous voyons effectivement que ces pays sont attaqués, donc doivent se défendre. Pour la première fois de leur existence, ils sont frappés. Je pense aux Émirats Arabes Unis, Dubaï, Koweït. Koweït avait déjà été à l'époque attaqué par l'Irak, mais depuis, en tout cas, depuis aucune frappe.
Bahreïn, qui pourtant et Bahreïn, pardon, et pourtant et le Qatar aussi, la Turquie, la Jordanie, l'Irak, Chypre. Je ne parle pas de Chypre pour l'instant, et l'Arabie Saoudite. Maintenant, l'Iran aujourd'hui quelque part dit je ne vous frappe pas à vous, mais je frappe les intérêts américains. Et il faut même excuser à un moment donné, je m'excuse de vous frapper, mais je vous frappe quand même. Bon, on a affaire encore une fois à cette même technique iranienne de mensonge au plus haut niveau, parce que c'est le président iranien qui a dit je m'excuse de vous frapper, mais je vous frappe quand même. Alors, on vous envoie des missiles de longue portée, des drones, on fait exploser les centres pétroliers aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, et on s'excuse. On est dans une aberration politique, et c'est repris par la presse d'ailleurs très souvent. C'est très marrant. C'est repris comme une information, je dirais, logique, Hmm. voire normale. Il n'y a pas. Vous savez, c'est comme à l'époque nazie, et je voudrais faire comment dire, cette comparaison entre le régime nazi et le régime des Mollahs. Il y a une volonté de faire le mal en le maquillant, en l'expliquant et en le réduisant, pour ensuite pratiquement dire que c'était une chose normale. Les nazis ont créé une propagande antisémite basée sur le fait que pour eux, nous n'étions pas des hommes. Et ça a fonctionné pendant des années et ça a fait qu'à un moment donné, les réactions des pro-nazis et de leurs associés, de leurs alliés, étaient dans cette dialectique de folie totale. Là, on a une autre dialectique qui dit oui, nous voulons la destruction de l'État d'Israël, oui, nous voulons la bombe atomique, et pour cela, nous sommes prêts à faire la guerre au monde entier, mais nous voulons que ce pays disparaisse. Bon, petite anecdote, il faut savoir qu'en Israël, il y a aussi 2 millions d'Arabes sunnites. Il y a à côté juste des Palestiniens, et que une attaque non conventionnelle contre l'État d'Israël, qui est petit en taille, évidemment, mettra en danger toute la population, qu'elle soit juive ou non juive. Mais ça, c'est pas grave, parce que d'abord et avant tout, il faut faire du mal aux juifs. S'il y a des dommages collatéraux chez les non-juifs, ça rentre dans la politique acceptable et acceptée du gouvernement iranien. Et ça ne dérange personne, à tel point que des pays, à un moment donné, ont soutenu la volonté iranienne, en sachant très bien que c'était une volonté iranienne qui mettait en danger les peuples arabes. Bien sûr, Jordaniens, bien sûr, Syriens, Libanais et autres. Ça, c'est une petite anecdote pardon, que bien sûr. je voudrais fermer. Mais pour en venir à l'Europe, Oui, je vais essayer d'être prudent dans mes mots. Cette guerre, normalement, devrait être combattue et faite par toutes les démocraties qui savent très bien que le premier pays au monde qui sponsorise le terrorisme, c'est l'Iran des Mollahs. Et l'Iran des Mollahs injecte tous les ans depuis des dizaines d'années plus d'1 milliard de dollars par an au Hezbollah. Donc le Hezbollah a des cellules dormantes un peu partout. Il injecte des milliards de dollars depuis des années au Hamas. Donc de l'autre côté, là, c'est des groupes islamistes sunnites. Et puis là, des actions internationales de terrorisme, comme celle qui avait été à l'époque produite, donc je dis, en Argentine par des agents Hezbollah mais reliés au service de renseignement extérieur d'espionnage iranien en Argentine et d'autres pays. Donc, ces pays ne sont pas là. Ces pays ne sont pas là aujourd'hui. Ces pays, en fait, laissent l'Amérique et Israël tout seuls. Et on explique que c'est pas leur guerre. On explique que la France est une grande puissance militaire. Elle a une très grande armée, une très grande marine. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Même si elle est plus petite que les Américains, évidemment, mais c'est une marine importante. Et elle met l'accent sur le fait que c'est une action défensive. Il faut savoir que pour ceux qui ont oublié, je vous le dis aussi à vous, mes chers amis du Kyrénées et Sod, Tsahal veut dire Tzva Hagana le Israël, armée de défense d'Israël. Et non pas armée d'attaque ou armée offensive, armée de défense. Donc, les armées en général sont là d'abord avant tout pour défendre. Et les actions sont souvent des actions défensives. Mais se battre et attaquer un ennemi qui veut vous attaquer avant, c'est défensif. Mais c'est seulement préventif. Or là, on a une situation où l'Europe joue l'autruche, ou les autruches, pas toutes.
pas tous les pays d'Europe, mais ceux qui ont une capacité militaire d'agir n'osent pas le faire. On a vu malheureusement un brigadier chef français des chasseurs alpins, je crois, qui a été, avec d'autres camarades à lui, qui lui a été tué, mais d'autres ont été blessés par une Tout à frappe de fait. drone, iranien au Kurdistan en Irak, une force qui était là pour entraîner et former les Kurdes. Et la réponse doit être une réponse claire contre un ennemi qui s'appelle l'Iran, puisque ce sont des armes iraniennes qui ont tué cet homme et qui ont blessé d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait pour que ces pays-là passent à l'action? On le voit en fait qu'il y a, et ce n'est pas des problèmes de moyens, ce sont des sujets de décision politique. Et nous savons très bien, nous, en Israël, qu'il y a beaucoup de problèmes de violence, de terrorisme larvé en Europe, et que la crise actuelle provoque certainement des levées de menaces et des Oui. attentats possibles qui font que les pays en Europe ont très peur que la rue devienne une rue infestée de terrorisme, donc essayent quelque part peut-être de modérer les actions, mais nous sommes en guerre aujourd'hui avec l'Iran. Les Américains amènent la danse. Les Américains sont un partenaire important des pays européens dans l'OTAN et également face à d'autres menaces. Et ce soir, j'ai entendu, enfin je vous le dis comme vous, j'ai entendu comme vous, Donald Trump a été très en colère de dire où sont nos alliés qui aujourd'hui ne veulent pas même nous aider à mettre cette force maritime en place pour protéger le détroit d'Ormuz. Alors effectivement, puisqu'on parle de défense, on va là parler d'un autre sujet, même si tout est lié évidemment, qui est celui du Hezbollah. Et ce qu'on constate effectivement depuis maintenant quelques temps maintenant, c'est que le Hezbollah a bien repris les armes, et très bien repris les armes même. Euh, et on arrive à un moment où on sent aussi un changement de la part du gouvernement libanais qui a envie d'en faire beaucoup plus pour désarmer le Hezbollah. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord, en sont-ils capables et de quelle manière? Et deuxième question, étant de savoir le rôle que va avoir Israël à la fois dans cette partie militaire pour contrer le Hezbollah, mais aussi dans sa capacité, là je parle plus de gouvernement à gouvernement, de gouvernement israélien à gouvernement libanais, de trouver ce fameux terrain d'entente pour retrouver voilà, une capacité à vivre côte à côte. Et le Liban, historiquement parlant, est une création, je crois, si je ne me trompe pas, de l'empereur Napoléon III pour donner une place de liberté aux chrétiens d'Orient, chrétiens maronites entre autres. Et ce pays est devenu avec le temps un pays où il y a une, une minorité chrétienne, mais minorité, et une très grosse communauté chiite qui est devenue de plus en plus sous l'influence iranienne et par la création du Hezbollah, le socle de l'Iran, de ses intérêts militaires et politiques au Liban en utilisant le Hezbollah contre Israël. Ça fait des années, si vous voulez, dans les années 50, on disait Beyrouth, c'est un petit Paris. Le Liban, c'est la Suisse du Moyen-Orient. Ce que les gens n'ont pas fait attention, c'est qu'avec le temps, Beyrouth Sud en particulier est devenu un petit Téhéran, pas un petit Paris. Et les pays proches de Liban comme la France, malgré des proximités culturelles, politiques, se sont bien rendus compte de ce qui se passe au Liban, mais n'ont rien fait en fait pour empêcher le Liban d'être métastasé par le Hezbollah, à tel point que les aventures dans lesquelles le Hezbollah a mené le Liban, des catastrophes guerrières contre Israël, ont mené le Liban à des chaos, à des situations très graves, dramatiques, mais aucun pays n'a été capable de... je parle de pays qui aiment le Liban, qui veulent que le Liban soit un pays normal, ont été capables de rendre ce pays euh, normal, je dirais déployé du Hezbollah. Alors, une armée extrêmement faible, corrompue, malheureusement, infestée d'éléments Hezbollah, un gouvernement qui peut-être aujourd'hui est de bonne foi en disant qu'il veut désarmer et qu'il veut démilitariser le Sud et que le Hezbollah cesse d'être là, mais
incapable de faire ça, puisqu'il faut une force pour ça le faire. Aucun pays à part Israël aujourd'hui n'est capable de s'occuper du Hezbollah. C'est une armée terroriste de plusieurs milliers d'hommes. Et ils ont décidé, 3 jours après le début de l'opération contre l'Iran, ils ont décidé de choisir Téhéran plutôt que Beyrouth. Une évidence pour nous, Israéliens, un malheur pour les Libanais, mais également un malheur pour le Hezbollah. Parce que cette fois-ci, ce que je peux vous dire, c'est qu'en aucun cas, Israël ne laissera de nouveau le Hezbollah se réarmer, rester là où il est, et faire ce qu'il fait depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire que nous attaquer, nous menacer, bombarder comme aujourd'hui encore ce soir la frontière nord d'Israël, où il a touché avec un missile la ville de Naharia à l'ouest de la Galilée, enfin l'ouest pour nous, et des gens ont été blessés, des maisons ont été totalement détruites. C'est tous les jours comme ça. Et si vous regardez sur la carte, pourquoi le Hezbollah attaque Israël? Quel est l'intérêt des Libanais d'attaquer Israël? Aucun. Le seul intérêt du Liban d'attaquer Israël, c'est que le Hezbollah, au sein du Liban, attaque Israël pour faire plaisir au régime de Mollah. C'est ça. La raison d'être du Hezbollah, sa raison d'être, c'est la guerre contre Israël. Sinon, il ne sert à rien. Il est une force dans un État, il est une armée dans un État, et il provoque des catastrophes depuis des années, et il faut qu'il soit détruit maintenant. Aujourd'hui, on parle peut-être de négociations, peut-être de discussions avec le Liban. C'est formidable. C'est même génial. Enfin, si le Liban reconnaît Israël, mais il faut que tout ça se fasse quand ou par le fait que le Hezbollah n'existe plus. Sinon, vous entérinez une force sur place qui est plus forte que l'armée libanaise, qui est plus forte que le gouvernement libanais, qui a une force de nuisance plus importante que toutes les autres forces du Liban, et qui répond à Téhéran et non pas à Beyrouth. Donc ce soir, depuis ce matin, en fait, nous avons entamé des opérations ponctuelles locales au sud Liban contre le Hezbollah, avec des forces terrestres d'infanterie, entre autres les Golani, que je voudrais saluer avec vous, en espérant que tous nos soldats reviendront sains et saufs à la maison, et que ces opérations se feront le plus vite possible, le mieux possible. Là aussi, nous ne sommes pas en guerre avec le Liban, mais les attaques proviennent du territoire libanais. Alors comment faire? Quand on nous dit arrêtez de frapper le territoire libanais, mais ils sont au Liban. Le problème vient du Liban. Ils n'ont pas un autre pays duquel ils attaquent Israël. Et quelque part, le fait de n'avoir rien fait, en fait, soyons francs et clairs, depuis des années, ça a laissé ce problème tel qu'il est aujourd'hui. Israël passe à l'action. Alors, il y a effectivement un autre sujet dont on parle beaucoup moins, en tout cas médiatiquement, on en parle beaucoup moins, et qui finalement est peut-être le sujet le plus, je sais pas, le centre névralgique de ce qui se passe dans le monde, c'est le Hamas. Le Hamas, on en parle beaucoup moins parce qu'il y a eu effectivement le plan Trump qui a commencé à être mis en place. Et c'est vrai que depuis la libération de tous les otages, hein, vivants et décédés, eh bien, c'est un sujet qu'on a mis beaucoup plus entre parenthèses, encore une fois, médiatiquement. Donc, la question que j'ai envie de voir un petit peu avec vous aussi, c'est quelle est la suite envisagée, parce qu'on se doute bien que le Hamas ne compte pas déposer les armes. Qu'est-ce qui est envisagé pour la suite côté israélien et j'ai envie de dire aussi côté coalition internationale? Parce qu'aujourd'hui, le plan de Trump est d'avoir ce fameux conseil des sages pour parvenir à une nouvelle situation à Gaza. Donc, comment est-ce que vous envisagez les choses pour la suite à ce niveau-là? Cette guerre a commencé le 7 octobre 2023 par le pire des massacres commis dans l'histoire d'Israël, où entre 4 et 7 000 peut-être membres du Hamas et affiliés ont pénétré en Israël et ont perpétré les massacres les plus horribles. Des familles entières ont été décimées dans des kibbutz. 1200 morts en quelques heures à peine. 251 personnes qui ont été kidnappées. Une guerre qui a duré très longtemps jusqu'au retour des otages, mais une guerre qui n'est pas finie parce que il y a encore entre 30 et 35 000 membres du Hamas armés dans la bande de Gaza. Le Hamas continue à se réarmer et à utiliser
l'aide humanitaire qui rentre pour la revendre et ensuite acheter des choses, réarmer et recruter de nouveaux terroristes. Et nous contrôlons, alors où nous parlons, 54% du territoire de Gaza. Là aussi, nous sommes dans une situation qui n'est pas terminée. Il y a un Hamas qui a été affaibli, évidemment, mais il est hors de question que Israël accepte que Gaza soit gouverné, contrôlé par le Hamas. Et donc, lorsque la campagne irano-Hezbollah sera terminée, j'espère, comme vous, le plus vite possible, nous continuerons à s'occuper de Gaza. Nous sommes présents là-bas, hein. Nous frappons des terroristes et nous nous occupons de voir ce qui se passe. Nous ne sommes pas du tout aveugles face au Hamas qui se réarme, ni à ses volontés d'attaque. Mais le Hamas comprend aujourd'hui, au niveau politique, il n'a pas intérêt, alors nous parlons, d'aller d'aller avec l'Iran, parce que l'Iran attaque son, je dirais son soutien principal qui est le Qatar. Et quelque part, il doit faire très attention à ce qu'il fait par rapport aux Américains pour la suite. Mais nous continuerons avec notre allié américain à voir de quelle manière nous devons gérer cette situation qui est très compliquée au niveau politique, au niveau diplomatique. Mais le Hamas, là aussi, pour que tout ça se passe bien, sera en fin de compte démantelé et désarmé. Alors, avant de passer la parole à quelques participants, on va prendre trois, quatre questions voilà, parmi les participants. Donc, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. En attendant, la dernière question que j'ai envie de vous poser, là, comme ça, d'abord, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu dire jusqu'à présent, qui est Merci à particulièrement vous. enrichissant. Euh, on peut avoir tendance à penser qu'il y a, vous savez, un peu comme ce dont on parle dans la mythologie grecque, l'hydre de Lerne. On coupe une tête, il en repousse deux, on en coupe quatre, il en repousse huit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on peut se Oui. poser compte tenu voilà, du régime iranien, du Hezbollah, du Hamas ou d'autres encore, les Houthis et les milices irakiennes. Euh, Comment est-ce que, à terme, on peut envisager avoir une situation israélienne qui soit, voilà, on va dire pas à zéro risque, mais on essaie de s'en rapprocher du mieux possible. Vous me parlez de la mythologie grecque, que j'aime bien, mais je veux parler de la Bible, de la Torah, qui est un petit peu plus proche de nous, en fait. À mon humble avis, et je ne suis pas du tout un rabbin, ni quelqu'un qui est proche de l'étude, enfin, en tout cas pas quotidiennement. À mon humble avis, cette guerre, depuis le 7 octobre, est d'amplitude biblique. Ça veut dire que les Israéliens, Israël, face à tout ce qui se passe, face à cette menace existentielle de l'Iran, mais également du Hezbollah, il faut savoir que toutes ces menaces sont existentielles parce que les gens qui nous attaquent veulent notre fin. Et s'ils ont les moyens de leur politique, ils iront jusqu'au bout. On l'a vu avec le Hamas. Donc, quand je dis que c'est une guerre d'amplitude existentielle, ça veut dire que, comme l'a dit peut-être David Ben Gurion, et je vais le dire avec un sourire, mais je vais le dire parce que nous sommes également dans une situation où nous devons aussi garder le sourire et l'optimisme. Ben Gurion disait, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Et ce qui se passe actuellement depuis le 7 octobre, avec les actions de nos ennemis contre nous et notre réaction, et notre action et nos initiatives, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. C'est si je ne portais pas l'uniforme de Tsahal maintenant pour vous parler, c'est des actions et des résultats extraordinaires. Nous sommes dans le camp du bien. Nous le ressentons comme ça. Nous en sommes convaincus. Nous ressentons aussi être David. Vous savez, parfois nos ennemis et les antisémites et les antisionistes aiment bien nous définir comme étant une sorte de bête immonde, de Goliath, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Nous sommes David. Et nous sommes David et nous serons toujours David. D'abord parce que David a gagné,
Et parce que nous sommes David par essence. Nous sommes dans l'intelligence, nous sommes dans la manière de faire, nous sommes non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Nous ne sommes pas dans le nombre, mais nous sommes dans la force de chacun d'entre nous, que ce soit les citoyens israéliens ou les soldats ou les pilotes de Tsahal. Et à votre question, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui s'est passé, je pense que ce qui se passe actuellement, vraiment, hein, c'est nous, nous tous, hein, vous aussi, nous, tous, nous faisons partie d'un processus historique très profond, d'un changement tectonique, à la fois au Moyen-Orient, mais également dans le monde. Israël apparaît aujourd'hui comme une puissance incontournable, même si nous avons beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui nous critiquent. On le voit au niveau politique dans différents pays d'Europe, on voit la haine, on voit. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous regardent avec une admiration euh, ah, d'incompréhension. Comment ce petit pays est capable de faire ce qu'il fait? Et la réponse est très simple. Nous sommes David. Et nous savons pourquoi nous le faisons. Vous demandez à mes enfants, vous demandez à des soldats combattants, à des soldats non combattants, à des hommes, à des femmes, à des gens plus âgés. Les gens, et peu importe les visions politiques ou les sensibilités politiques, les gens aujourd'hui ont, ont peut-être repris conscience de ce que nous sommes dans cette région du globe, ce que nous représentons et ce que nous devons faire également pour, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Et vous me demandez, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui, mais c'est quelque part aussi notre force de savoir faire face, de savoir se battre. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui ne se bat pas, qui n'est pas prêt à se battre, est quelqu'un qui en fait se met en danger, voire peut disparaître. Dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, euh, nous devons être extrêmement forts. Mais parce qu'on va être fort et qu'on est fort, on va toujours tendre le bras, la main, pardon, vers nos voisins pour arriver à développer la paix. J'ai encore une alerte, donc je vais encore vous quitter. Je suis Ah, désolé. bon. Non, non, mais je comprends, je comprends. Prenez soin de vous. Désolé pour Merci l'audience. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, colonel. Merci beaucoup. Alors, on a été entre deux alertes. Voilà, on a quand même pu avoir une bonne Mais je heure. voudrais juste conclure en vous disant merci beaucoup pour ce que vous faites pour Israël. Merci Merci. au Keren Hayesod et à vos actions sionistes pour le peuple d'Israël, pour l'armée, pour tout ce que vous faites. Je sais qu'il y a aujourd'hui un programme pour renforcer les protections au nord d'Israël. C'est très important. Et comme on dit chez nous, Tamshichu, continuez. Chez Hachem, Ishmor Alechem, que Dieu vous garde. Ve Am Israël Chai, et on est un seul peuple uni. Merci à vous, Toda Rabba Lachem. Merci beaucoup, Merci colonel. beaucoup, Olivier. Merci. Et je vais à l'abri. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, voilà, comme on dit dans le jargon, priorité au direct. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé. Désolé hein, pour les questions qui n'auront malheureusement pas pu être posées, mais je crois qu'on a quand même abordé pas mal de sujets avec le colonel Olivier Rapovitch qui nous ont permis de nous éclairer et d'avoir voilà, pas mal d'éléments qui nous donnent une vraie matière à comprendre mieux les enjeux et les tenants et les aboutissants de cette guerre qui se déroule en ce moment. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. N'oubliez pas que le Keren Hayesod est vraiment là pour accompagner Israël, les victimes israéliennes, les infrastructures en Israël, pour que dans cette période qui est si compliquée, on continue de pouvoir leur venir en aide. À nouveau, je ne sais pas si tu as un mot de la fin peut-être, Johan. Moi, j'ai envie de dire juste à Israël Chai. J'étais très content d'être avec vous ce soir. Merci à vous. Merci encore, Olivier. Merci à toi, Samuel, pour avoir animé ce webinaire. Merci à vous tous. Vous avez été plusieurs centaines à nous suivre ce soir. Je voulais vous dire que vous allez recevoir un mail demain
avec tous les détails justement de ce que fait le Keren Ayesod en ce moment pour venir en aide aux villes du Nord. Encore une nouvelle fois, au nom du Keren Ayesod et de tous les citoyens d'Israël qui bénéficient des aides, de vos aides, je vous remercie pour votre fidélité, votre générosité, et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire qu'on sera ravis de vous proposer. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.